Les agents IA, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Comment les designer? On explore ça ensemble dans Parlons Design. Parlons. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, le leader mondial du test utilisateur à distance. Facile à prendre en main et complet, c'est l'outil qu'il vous faut pour vraiment comprendre vos utilisateurs. Salut, c'est Romain Bachna, bienvenue dans Parlons Design pour discuter d'agents IA. Alors clairement, c'est un sujet qu'on entend de plus en plus ces derniers temps. C'est bien sûr issu de la vague des LLM lancés par ChatGPT et puis tout ce qui en a suivi, Claude, Gemini et bien d'autres LLM de la sorte. Alors, ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est hyper impressionnant, hyper puissant pour discuter, pour avoir de l'information, pour potentiellement générer des idées, générer des contenus, mais seul, ça reste limité. Ça reste limité à de la génération de texte, et donc ouais, c'est cool, mais on cherche plus de valeur derrière ça. Et c'est un peu, la réponse, l'agent IA, à ce besoin d'emmener les LLM, les Large Language Models, que sont ChatGPT, Gemini et co, au niveau supérieur pour créer plus de valeur. Alors, quand on dit un agent IA, du coup, si je devais faire une définition propre, on pourrait dire un logiciel autonome ou semi-autonome qui exécute des tâches en interaction avec d'autres systèmes, mais c'est un petit peu verbeux. Si on le regarde de manière la plus concrète possible, globalement, l'idée d'un agent IA, c'est qu'on va brancher un LLM, donc une IA qui génère du texte, à d'autres outils. Par exemple, de la mémoire, pour qu'il soit capable de retenir des informations passées ou d'exploiter d'autres informations dont il n'a pas forcément conscience, qui peuvent être privées ou autres. Mais on va aussi le connecter avec des outils, donc par exemple avec des API, pour qu'il puisse interagir avec Instagram, pour qu'il puisse interagir avec une Google Sheet, pour qu'il puisse interagir avec vos contacts, pour qu'il puisse interagir avec LinkedIn, pour qu'il puisse interagir avec votre code, avec votre Figma, avec n'importe quoi à petit peu près, mais pour qu'ils puissent soit tirer de l'information de ces outils tierces ou envoyer de l'information à ces outils tiers. Donc ça, c'est un des composants d'un agent IA. Mais il peut aussi être branché avec d'autres LLM pour que deux LLM discutent ensemble pour générer plus de valeur potentiellement, ou même avec d'autres IA génératives. Un LLM principal va pouvoir demander à un générateur d'images de générer des images, ou à un générateur de vidéos de générer des vidéos, ou à un générateur d'objets 3D de générer des objets 3D, etc., etc. Donc finalement, le concept d'un agent, il est assez simple, c'est on va brancher un LLM, donc un pur générateur de texte, à d'autres outils. Et à partir de là, on peut faire à peu près tout et n'importe quoi. Alors, quand on dit brancher, globalement, c'est souvent ce qu'on va relier à ce qui s'appelle du function calling, donc de l'appel de fonction. C'est-à-dire, on va dire à cet agent, voilà, si tu as besoin de récupérer la météo, tu vas pouvoir demander à tel service de météo de renvoyer la météo, et ça va te renvoyer cette information qu'ensuite tu pourras traiter. Ou si tu veux enregistrer cette information dans une Google Sheet, tu vas pouvoir appeler telle fonction en lui passant tel et tel paramètre, et ça va l'enregistrer dans une Google Sheet. Voilà. C'est à peu près aussi basique que ça, si on veut le définir avec des mots simples, et techniquement, si vous regardez la documentation de ces LLM, c'est à peu près ce qui se passe. Donc, si on pousse cette chose très loin, on peut commencer à faire des agents très intéressants. Je vous en ai récupéré 4 exemples que je trouve assez qualitatifs. Le premier, on a bien sûr beaucoup entendu parler, c'est sur la partie génération de code. Donc, comme on l'a vu très vite, on s'en est aperçu très vite avec les LLM, c'est très bon pour produire du code. Pour autant, si vous allez sur ChatGPT aujourd'hui et que vous lui demandez rédige-moi du code pour faire telle ou telle application, il va vous générer le code. Mais ça va pas aller beaucoup plus loin. Il va pas connaître votre base de code existante, il va pas venir faire des modifications dans votre code existant, ça va être à vous d'aller copier-coller ce code-là, de le mettre dans votre code à vous, de vérifier que ça marche, etc. Avec un agent IA qui fait ça, c'est le cas de l'agent Cascade créé par Windsurf,
L'agent IA, il va analyser ma base de code existante, il va potentiellement faire des recherches internet par rapport à cette base de code-là, il va rédiger du code et le modifier directement dans mes fichiers, il va aussi tester est-ce que le code qu'il a produit est bon ou génère des erreurs, et donc potentiellement s'auto-corriger, et il va aussi potentiellement le sauvegarder pour moi et en faire ce qu'on appelle un commit, qui est une sorte de versionning de mon code. Et donc là, on voit qu'on est passé d'un LLM qui produit du code et un être humain va devoir le retravailler derrière pour l'inclure dans son code à lui, à un agent qui va prendre le contrôle finalement de bout en bout de la chaîne de production de code jusqu'à la production. Un autre exemple, on va sortir un petit peu de ce monde tech-là, c'est un agent qui s'appelle Manu. C'est un agent qui prend la forme d'un chat assez standard, vous pouvez le trouver sur l'application mobile ou sur le site web. Et quand on va lui demander quelque chose, il va être en capacité de faire des recherches internet, mais également de créer des slides ou de créer des mini-sites web et même de publier ces sites web pour nous. Et donc là, encore une fois, on passe à la même capacité initiale qui est une IA qui génère du texte, mais qui va pouvoir interagir avec des outils variés pour créer du contenu, de la matière autre que du texte, et voire de faire des actions telles que publier un site web en ligne, qui est une action relativement complexe. Si on sort vraiment là du monde de la création de contenu, Jiva, c'est un assistant IA qui va venir collecter des prospects sur internet, sur LinkedIn et sur plein d'autres services comme ça, qui va les contacter à votre place et réserver des rendez-vous avec ces gens à votre place également. Et donc là, on a vraiment pareil, en assemblant un LLM avec des API de LinkedIn, avec des API potentiellement de Salesforce ou d'outils de la sorte, tout en combinant ça, on va créer un agent qui finalement fait du démarchage commercial à votre place. Donc, vous voyez que en connectant ce petit générateur de texte finalement, qui est une IA comme ChatGPT, à d'autres outils, on va pouvoir lui donner bien plus de puissance et de rayon d'action finalement. Alors, bien sûr, c'est hyper beau sur le modèle et ça paraît complètement fou à voir. On pourrait se dire, on est fini, les humains n'ont plus de sens. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, aujourd'hui, il y a souvent un écart entre les capacités annoncées d'un agent et la réalité d'usage, où on va souvent rencontrer des limites. En tout cas, le concept derrière un agent IA, c'est ce que je viens de vous décrire là, avec ces 3 exemples. Donc si on récapitule, un LLM, donc c'est typiquement ce qu'est ChatGPT, Gemini, Claude ou Mistral, c'est un chat conversationnel. Vous allez lui envoyer du texte, qu'on appelle souvent un prompt, et il va vous renvoyer une réponse cohérente. Un workflow IA serait plutôt une chaîne d'action avec un LLM à l'intérieur, donc c'est encore le niveau suivant, c'est on va demander une action et il va aussi appeler, enfin voilà, avoir une interaction avec un autre outil. Et le niveau suivant encore, c'est un agent IA, donc c'est vraiment un système construit autour d'un LLM, d'un Large Language Model, qui va demander des informations à d'autres services, qui va les réinterpréter, qui va agir sur des éléments, donc modifier du code, faire une commande pour vous, contacter quelqu'un pour vous, envoyer un message pour vous, et qui à la fin va vous donner plutôt le résultat de sa réflexion et de son action, plutôt qu'une réponse que vous-même vous allez devoir traiter. Donc vraiment la différence, c'est qu'un agent IA, ça a une certaine autonomie dans comment il va atteindre son but, une certaine adaptabilité aussi en fonction de l'info que vous allez lui donner, lui il va pouvoir réagir différemment, et une grosse forme d'interactivité. C'est également possible de faire collaborer plusieurs agents IA entre eux. En tout cas, sur le principe, encore une fois, mais aujourd'hui, on a vu peu de résultats très concluants là-dessus. Il y avait notamment eu à un moment un concept de un agent IA chef de projet, un agent IA développeur, un agent IA designer, et on fait collaborer les 3 ensemble pour qu'ils se demandent les tâches à faire et créer quelque chose ensemble. Et pour l'instant, on n'a pas vu ça en production. Sur le concept, ça reste beau. Dans la réalité, on n'y est pas encore. Alors, on voit que ça pose beaucoup d'enjeux, en tant que designer pour designer ce type d'agent IA. Déjà parce qu'il y a beaucoup de contraintes nouvelles. Ça va être très difficile de faire des specs précises sur quand l'utilisateur demande ça, génère ça. Parce que, il y a des centaines de, scénarios possibles. Chaque question va être unique et donc potentiellement chaque réponse va être unique. Et derrière, on a aussi la contrainte des capacités technologiques. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, entre les promesses, les annonces et la réalité, on a souvent un écart d'usage, mais en même temps, on a des technologies LLM qui évoluent très vite avec des nouveaux modèles quasiment toutes les semaines.
Donc on peut s'autoriser presque à penser des choses qui sont pas exactement possibles aujourd'hui, mais qui pourront être possibles demain très facilement grâce aux nouveaux modèles. Donc concevoir, l'expérience agent, c'est vraiment une nouvelle discipline pour les designers. Autant dans la phase user research, où là, on va vraiment être dans de la user research de finalement quels inputs pourraient être donnés par, l'utilisateur final à cet agent-là, comment on va définir la personnalité de cet agent, comment on va définir l'objectif concret de cet agent et une grosse partie de l'UX research peut se faire là-dessus, mais aussi, quel format d'output l'agent devrait-il ressortir? Est-ce qu'on veut que l'agent nous ressorte du texte, des slides, une image, un dashboard interactif, un retour vocal? Ça, ça va dépendre de beaucoup de contextes, aussi de quel niveau de feedback l'utilisateur a besoin par rapport à l'autonomie de l'agent, hein. C'est-à-dire si on imagine un agent, qui s'occupe de vos réseaux sociaux, est-ce que l'utilisateur a besoin d'être au courant dès que l'agent génère une image ou génère un texte? Dès qu'il a posté quelque chose? Après que le post ait été fait, est-ce que l'agent doit revenir vers, l'utilisateur pour lui dire: «Oh tiens, regarde, les statistiques de ton dernier post» ou autre? Finalement, on est en train de designer presque un collaborateur, et tous les touch points sont encore à définir. Et donc la phase de user research peut entièrement s'orienter sur, finalement, si on a un agent magique qui fait cette action pour vous, à quel moment est-ce que vous aurez besoin de feedback de sa part? Quel type de feedback et sous quelle forme? Donc on est vraiment plus de la UXR sur, est-ce que l'interface est compréhensible? Quel est le besoin, profond? Mais finalement, si vous aviez un agent magique, quel, feedback attendriez-vous de sa part pour, heu, bah, pour pouvoir être serein par rapport à l'action de cet agent IA? Donc ça redéfinit vraiment une grosse partie de la user research. Mais également côté interface. Bah, Là, on passe d'une interface d'action à une interface de commande de l'agent. On va lui dire, «J'ai besoin de ça» et une interface de suivi de son travail. Donc pareil, encore une fois, quel point d'entrée pour cet agent? Est-ce que ça doit être une interface web? Est-ce que ça doit être juste un collègue sur Slack? Est-ce que ça doit être autre chose? Ça peut tout à fait à définir et j'ai gardé quelques exemples pour vous à la fin d'intégration d'agents IA en production, complètement existants avec des points d'entrée très différents. Deuxième point, quel feedback donner à l'utilisateur de l'agent IA? Et quel moyen d'accéder aux résultats produits par l'agent IA? Quel moyen d'itérer avec lui? Et donc finalement, on vient concevoir une interface qui a plein de petits touchpoints différents et plein de petites façons d'y répondre. On devient le designer d'un système de design qui va être exploité par l'agent pour afficher ses réponses en fonction de la demande de l'utilisateur. Donc là, on devient assez méta finalement, où on va pas designer une interface, statique, ce qui est relativement le cas jusqu'à maintenant, mais plutôt une panoplie d'outils visuels que l'agent IA va pouvoir utiliser pour, retourner sa réponse de la meilleure des façons à l'utilisateur. Si on regarde des agents IA qui l'ont fait de manière, très différente mais très intéressant, Perplexity Labs, qui est une fonctionnalité avancée de Perplexity, donc accepte une requête, internet finalement, un peu standard de l'utilisateur, genre, quel est, l'état des marchés financiers en ce moment? Et Perplexity Labs va lui générer un tableau de bord sur mesure de suivi créé par un agent. Alors, pour créer ce tableau de bord, l'agent il va utiliser des building blocks qui ont été, définis par l'équipe produit, l'équipe design, et donc qui ont, eux, été designés, mais l'agent, de manière relativement autonome, va choisir quel bloc utiliser pour composer son tableau de bord. Un autre opposé, GitHub Copilot Agent, qui est un agent qui rédige du code globalement, a été intégré comme un bouton où on pourrait assigner une tâche à un collègue. Je peux assigner la tâche de corriger ce bug à mon collègue, mais je peux aussi l'assigner au GitHub Copilot Agent qui, de son côté, va venir analyser, la description du problème, va venir analyser le code, va venir proposer une solution de code, va s'auto-critiquer son code, puis va redemander à l'équipe un feedback sur son code pour savoir s'il peut l'envoyer en production ou non. Et donc là, c'est une interaction complètement différente avec finalement assez peu d'interface, outre que les standards de communication entre êtres humains. Et si on regarde sur un dernier, Manu, qu'on a cité tout à l'heure, ça prend la forme d'un chat assez standard qu'on peut retrouver avec encore une fois des êtres humains ou avec des IA comme ChatGPT ou Gemini, mais
Manu, il va avoir accès à des blocs spécifiques. S'il a généré des slides, il va avoir un bloc à sa portée qu'il va pouvoir afficher dans l'interface pour mettre en avant ces slides-là. S'il a généré un site web, une web page, pareil, il va avoir un bloc qui lui permet de, dans la conversation avec l'utilisateur, mettre en avant ce site web, lui demander s'il veut le publier en ligne, de manière publique ou privée, etc., etc. Donc on voit vraiment que il y a plein de façons de l'intégrer différent et le design a une valeur différente à chaque fois. Alors, ça peut clairement faire peur de se projeter dans ce nouveau modèle de design. Moi, j'ai 2 recommandations très concrètes, si c'est quelque chose qui vous fait peur ou c'est juste quelque chose qui vous intéresse, pour mieux vivre cette évolution vers les agents IA. Je dis pas que tout va devenir agent IA, mais a priori, à minima, ça va être quelque chose qu'on va voir de manière la plus récurrente et donc qu'il est intéressant d'explorer. Et justement, en parlant d'exploration, pour moi, c'est le premier conseil. Si vous voulez vous pencher sur ces sujets, testez de créer des agents IA. Et ça ne demande pas forcément de compétences techniques. La meilleure façon de prototyper ou de tester un agent IA, c'est en utilisant des outils no-code comme N8N ou Make, qui ont reçu beaucoup de mises à jour justement dédiées à créer des agents IA facilement. Donc avec ces outils, je vous mettrai les liens en description si j'y pense, sinon c'est N8N et l'autre outil c'est Make, M-A-K-E. Vous allez pouvoir utiliser des building blocks de je fais un appel à ChatGPT, je le connecte à l'API de Google Sheet, je le connecte à l'API d'Instagram, je lui fais stocker des informations en mémoire, juste avec une interface visuelle. Et ça va vous permettre très facilement de créer vos premiers agents et juste de comprendre les fonctionnements de comment on connecte concrètement un LLM avec des outils externes. Et donc, quelles sont les possibilités des agents? Donc vraiment, je vous recommande de faire ça. Ça peut vous prendre 1 heure ou une après-midi, mais vous aurez vraiment une meilleure compréhension après avoir fait ça de qu'est-ce que c'est vraiment un agent IA. Sans faire ça, à mon sens, c'est vraiment compliqué de comprendre la techno. Le deuxième point, si vous voulez vous projeter dans ce nouveau modèle de design, c'est absolument de faire de la veille constante, de tester les interfaces de ces nouveaux agents. La plupart sont des applications gratuites, ou en tout cas avec un plan gratuit qui permet de les tester assez facilement. C'est des nouveaux patterns aussi d'UX. Et donc la seule façon d'être familier avec ces patterns, de les comprendre, de pouvoir les reproduire, les réajuster à votre besoin, c'est de les avoir déjà utilisés, de les avoir déjà expérimentés. Donc prenez un petit peu de temps quand vous voyez une news pour télécharger l'app, pour tester l'app, pour comprendre comment ça fonctionne, et c'est comme ça que vous créerez un sens design de comment peuvent fonctionner ces nouvelles interfaces. Si vous ne voulez pas rater ça, j'ai une petite newsletter qui est gratuite qui s'appelle Partageons Design, où je vous partage toutes les meilleures ressources design sur lesquelles je tombe. Donc forcément, si je trouve des agents IA intéressants, ça fera partie de cette newsletter. Mais on a aussi des articles plus standards sur le design, ou des vidéos, des podcasts que je repartage. C'est complètement gratuit, le lien est en description, c'est dispo par newsletter mail ou flux RSS. Donc voilà, n'hésitez pas, ça pourra très bien compléter cet épisode. Sinon, j'espère que ce podcast vous a plu. Pensez à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Parlons design.